Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis l'humble modérateur à cette noble table de la table ronde suivante. Donc le colonel Bertrand Kayser, directeur départemental et métropolitain adjoint. Alors je le dis une suite pour une fois, et puis on n'en parle plus. Je suis directeur départemental adjoint du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours. Il n'est pas du Rhône, parce que le Rhône, il a été un petit peu amputé récemment, eu égard à la problématique la création de la métropole. Et c'est assez compliqué pour nous de nous présenter, et puis souvent, nos interlocuteurs ont de la peine à interpeller tout cela. Donc, voilà. Donc, je suis donc directeur adjoint de ce service, et je suis chargé donc d'animer ou de modérer cette table ronde. Alors, sur cette table ronde, je suis entouré. Je vais commencer par ma gauche, du docteur Patrick Ergen, qui est vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, qui est par ailleurs médecin-chef du SDIS 59. Je suis entouré de monsieur le député Eduardo Rian Sipel, je n'ai pas écorché votre nom, c'est bien, député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, et qui est également membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, qui est avec nous. Je suis entouré également du préfet Jean-Paul Kiel, qui est secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, qui par ailleurs, tout le monde le sait, a été directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Et puis, à l'extrême droite, monsieur Luc Presson, qui est inspecteur général, qui est actuellement au cabinet du directeur général de la police nationale et qui a été aussi, à un moment de sa carrière, directeur des services actifs de la police nationale. Alors, j'ai écouté, je pense que vous aussi, avec une grande attention, tous les concepts de droit qui nous régissent. L'objectif de cette table ronde, c'est de rentrer dans le vif du sujet, en parlant notamment de grands événements qui seraient susceptibles de mettre en œuvre un petit peu tous ces concepts. Et l'idée a été émise que ce soit autour de l'Euro 2016 qui se prépare, que l'on puisse dresser un certain nombre de leçons, d'enseignements ou peut-être de constats qui vont avoir lieu, qui vont se concrétiser rapidement, puisqu'on est en phase de préparation. Alors vous le savez, l'Euro 2016, comme son nom l'indique, c'est l'année prochaine, et il va concerner 10 villes qui sont des villes hautes, Paris, Saint-Denis, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Lille, Lens, Saint-Étienne et Nice. On escompte qu'il y aura 2 500 000 spectateurs qui vont fréquenter ces différents sites. Il va y avoir une cinquantaine de rencontres, sachant également donc sur les sites où auront lieu les compétitions, eh bien il y aura effectivement pour le plus grand stade, ça doit être 100 000 places au Stade de France, et puis pour le plus petit, c'est quand même, je crois, de l'ordre de 35 000. Donc et tout ce qui va avec la préparation et l'environnement de ces rencontres. Ces enceintes sportives, bon, bien sûr, sont connues, identifiées, elles fonctionnent tous les samedis, tous les dimanches, tous les week-ends. Il n'empêche que l'enjeu est important et que il appartient au ministre de l'Intérieur d'organiser, de mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui vont aller dans le sens de la préparation pour garantir, on en a parlé tout à l'heure, de la sécurité. Alors, sécurité dans son ensemble. Alors tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le débat précédent, puisqu'on l'a suffisamment développé, même si on pourra encore en parler beaucoup. Il n'empêche que là, dans le concret des choses, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit organiser ces services de sécurité et qui va le faire à travers un certain nombre de ses représentants, qui sont bien entendu les préfets. Il va leur incomber d'un certain nombre d'obligations de préparation. Alors, au cœur de cela, on a parlé tout à l'heure de confusion. Je pense que si dans les textes il y a un peu de confusion, sur le terrain, il y a quand même un certain nombre
d'axes principaux qui sont connus, partagés. Et il n'empêche que la difficulté peut-être, quand on met des dispositifs de sécurité en œuvre, c'est effectivement la coordination, l'harmonie, la cohérence, l'efficacité, le partage, etc. Donc le dispositif d'organisation de la réponse de la sécurité civile, le dispositif Orsec, met en œuvre un concept et des actions de mobilisation de moyens et de coordination des personnes publiques et privées. Ce dispositif Orsec relève de l'autorité du préfet, et cette même autorité arrête un calendrier annuel ou pluriannuel d'exercices au cours desquels les services vont travailler ensemble et partager et se tenir en sorte de faire en sorte de se coordonner de la bonne façon. Donc cette dernière disposition, elle est en matière de culture interservice importante, j'allais dire même essentielle, puisque est-ce que ne conduit-elle pas concrètement à penser que ce dispositif Orsec devrait être le squelette du support de l'organisation des dispositifs de sécurité qui vont arriver à leur mise en œuvre en 2016. Et là, je me tournerai peut-être vers l'autorité de police, police administrative, vers monsieur le préfet Jean-Paul Kiel, pour peut-être nous dire quelles sont les attentes. D'abord, est-ce que je me trompe? Et deux, quelles sont les attentes d'une autorité de police en la matière? Très bien, donc si on doit parler d'Orsec, je crois qu'il ne faut quand même pas qu'on sépare Orsec et qu'on l'isole dans le contexte d'une organisation. Que ce soit sur l'Euro 2016 ou les autres types d'événements qu'on est en train de monter, comme par exemple la COP21, on est à peu près sur la même mode de préparation. C'est vrai que Orsec est un concept qui date quand même d'il y a plus de 50 ans, qui montre quand même que c'était une idée qui a su s'adapter dans le temps et devenir aujourd'hui quelque chose qui est incontournable dans l'esprit de tout le monde. Orsec est un outil assez extraordinaire dans la mesure où, effectivement, il permet, dans une architecture générale d'une organisation des secours, de décliner dans un certain nombre de dispositions tout un tas d'aspects particuliers. L'intérêt majeur d'Orsec dans cette affaire-là, c'est qu'en réalité, à partir d'une problématique, vous pouvez, pour y répondre, trouver un certain nombre d'outils que vous adaptez, que vous assemblez, de manière à avoir une réponse de sécurité civile sur un événement. Mais quand on est sur quelles sont les attentes d'un préfet ou d'autorité de police dans un événement comme ça, c'est qu'on ne peut pas isoler les problèmes de sécurité civile des problèmes d'ordre public. Bon. Ça veut dire qu'il faut que les deux soient pensés non pas en parallèle, mais qu'à un moment donné, ils se rejoignent. Parce que, de toute façon, on va se croiser. Alors, si je prends quelques exemples de la manière dont on peut travailler dans ce mode dans les préparations de ce type d'événement, prenons quelque chose qui n'est pas tout à fait événementiel, mais le Grand Paris Express, qu'on est en train de monter. Aujourd'hui, il y a une commission qui est chargée de tous les problèmes de sécurité au terme d'ordre public, et une autre qui voit les problématiques de sécurité d'un point de vue de la sécurité civile. Ben, très vite, on a mélangé en mettant un représentant l'une dans l'autre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait impérativement qu'on avance ensemble si on ne voulait pas à un moment donné se retrouver en pleine contradiction. Alors, c'est vrai aussi dans tous nos systèmes. Lorsque je prends un exemple de quelque chose que l'on a fait il y a quelques mois, qui était donc la grande marche du 11 septembre, cette affaire a été montée en moins de 48 heures. Donc vous imaginez que la réflexion, etc., a été raccourcie au maximum. On avait des impératifs avec une population, je veux dire, comme on n'en avait jamais vu, avec un niveau de personnalité qui n'avait jamais été atteint.
et avec des pouvoirs publics qui n'étaient pas organisateurs. On accompagnait. Donc il a fallu, à un temps record, monter un dispositif. Et là, on a bien vu que si on voulait monter un dispositif de secours qui était à la hauteur des enjeux, il fallait impérativement, compte tenu du terrain qui n'était pas idéal, qu'on le fasse en liaison étroite avec la partie ordre public, parce qu'on avait besoin d'itinéraires qu'ils nous garantissaient, on avait besoin d'itinéraires d'accès, on avait besoin d'endroits pour se positionner sans gêner les autres acteurs. Donc, si vous voulez, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui en termes de préparation à des grands événements, on ne peut pas raisonner sécurité civile d'un côté, ordre public de l'autre, même si chaque dispositif, je veux dire, a sa spécificité. À un moment donné, il faut effectivement les mêler, et je trouve que c'est là où on arrive au meilleur résultat. Mais le fait, dans tous ces exercices, alors là, pour le coup, sur des événements comme COP21 ou l'Euro 2016, il faut imaginer que ça fait maintenant des mois et des mois qu'on travaille sur ces questions-là. On travaille plus d'1 an sur l'Euro 2016, 1 an et demi avant l'événement. On a commencé à travailler sur la question. Et on travaille par groupe de travail, et avec régulièrement des groupes qui se réunissent pour échanger, pour voir si on est bien cohérents les uns avec les autres, et si on répond à la commande générale. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en première approche. Merci, Monsieur le Préfet. Donc on est bien, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'il est difficile, qu'en cas de grands événements, de dissocier, de faire la dichotomie. D'ailleurs, c'est déjà difficile de le faire au plan juridique. Donc au plan opérationnel, on se rend compte, effectivement, c'est un peu la même chose. Donc c'est une démarche commune qui se fait sous l'autorité d'un chef qui, lui, est omnipotent sur les deux domaines. Ma question revenait plutôt sur le fait qu'il y a effectivement un certain nombre de structures de commandement qui sont prévues dans l'ORSEC, et qui sont, où là, ce sont des instruments de partage. Dans un COD, tous les services sont représentés. Dans un PCO, tous les services sont représentés, enfin tous ceux qui ont lieu d'être. Alors c'est vrai que la thématique, c'est la réponse de la sécurité civile, mais en fait, tous les acteurs sont là, à l'intérieur de ces structures de commandement. Il est important, vous l'avez souligné, de dire qu'effectivement, dans les grands événements type Euro 2016, il y a des grands enjeux qui sont tant en préparation, en prévention de l'événement, tant qu'en élaboration de moyens curatifs, hein, et d'actions curatives. Il y a ceux qui sont liés effectivement au simple fait du rassemblement de personnes en nombre. Hein. On ajoute peut-être dans un contexte de foot Euro 2016 les supporters qui sont super excités par l'enjeu. Il y a aussi les problématiques qui sont très prégnantes, notamment en ce moment, de l'attentat terroriste. Et puis il y a aussi tout simplement le fait qu'un événement accidentel peut toujours intervenir, et dès lors qu'il y a des populations importantes et en masse, les enjeux et les conséquences pourraient être importantes et difficiles à juguler. Donc la prise en charge de ces trois familles d'enjeux de sécurité, effectivement, se font également aussi avec une structure qui est propre à l'organisation. Donc ça fait un acteur peut-être qui est peut-être un peu différent d'ailleurs que les autres sur l'Euro 2016, parce l'UEFA entre guillemets est effectivement un organisme très puissant. Ces structures de commandement, sont présentes. Est-ce que c'est pas justement le lieu de rencontre? Effectivement, il y a les deux problématiques, sécurité civile, sécurité publique, mais est-ce que ces structures de commandement ne sont pas l'occasion, sous l'égide de l'autorité de police, là je me tournerai peut-être vers monsieur l'inspecteur général, que dans ces structures de commandement, au moment, tant en prévention qu'en curatif, que ces structures de commandement soient le lieu de rencontre des acteurs de sécurité publique ou des acteurs de sécurité civile? Merci, bonjour à toutes et à tous.
L'Euro 2016, c'est un événement qui est un événement exceptionnel en France, puisque bien qu'on ait accueilli la Coupe du Monde de football en 1998 et la Coupe du Monde de rugby en 2007, on va avoir un dimensionnement d'une autre importance, notamment par la création d'un lieu de rencontre qu'on appelle les zones officielles de retransmission publique ou fan zone, qui vont être un lieu de concentration de population sur chacune des 10 villes hautes, qui vont amener l'intervention à la fois des services de sécurité et des services de secours, et donc de coopération. Pour parler de coopération et de gestion du commandement, bien évidemment, comme l'a dit le préfet Kiel, on ne peut pas dissocier d'un côté la sécurité publique, de l'autre côté la sécurité civile. Tout ça est imbriqué forcément. C'est imbriqué à deux niveaux. C'est imbriqué déjà au niveau de la conception même et au niveau central, et également au niveau local. Au niveau central, depuis déjà plusieurs années, ont été mis en place un délégué interministériel aux grands événements sportifs, qui lui est en charge de faire de la coopération, mais au niveau interministériel, et un coordinateur national pour les grands événements sportifs, un coordinateur du ministère de l'Intérieur, poste sur lequel j'ai été nommé il y a déjà presque 2 ans et demi. Donc il y a une grande anticipation du ministère de l'Intérieur pour faire de la coordination des services, et bien évidemment des services de sécurité et des services de secours. Donc on a une vraie volonté du ministère de l'Intérieur d'avoir quelque chose d'harmonieux au niveau national. Bien évidemment, la responsabilité de la sécurité, de l'ordre public et du secours est du domaine du préfet de département. Et donc, au niveau local, on a, comme l'a dit le préfet Kiel, mis en œuvre des dispositifs de coordination au niveau local, avec des groupes de travail, notamment dans chacun des sites où on a un groupe de travail sécurité-secours. On voit bien qu'il y a un lien extrêmement direct entre les deux conceptions, sécurité et secours. Sur chacun des sites, il y a 2 autres groupes de travail et le préfet réunit ces 3 groupes de travail. Donc il y en a un sur la mobilité et un sur l'accompagnement. Donc le groupe sécurité-secours, accompagnement et mobilité se réunissent autour du préfet de façon régulière dans un comité de pilotage, de façon à ce que le préfet puisse être informé de l'état d'avancement des dispositions qui sont prises et puisse donner des instructions. Le dimensionnement d'un Euro 2016, c'est justement le fait qu'on n'a pas une conception locale. Chaque département, chaque préfet va monter son dispositif, mais l'ensemble de la France sera touché par l'Euro 2016. Ce n'est pas comme un G8 à Deauville ou un G20 dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, où on a un seul lieu, où on peut concentrer énormément de moyens, où on peut mettre tous les acteurs présents. Là, cette fois-ci, c'est un événement qui concerne l'ensemble de la France. Alors, on parle des 10 villes hautes parce que ce sont des villes qui vont avoir des stades qui vont jouer, qui auront tous une fan zone qui va tourner pendant 31 jours consécutifs avec des points de fixation de public pendant les 31 jours. Mais l'ensemble des villes de France, notamment en fonction de la réussite de l'équipe de France, vont être amenés à se mobiliser. Et on peut avoir des grands écrans à Strasbourg, à Reims, à Nantes, à Rennes, qui sont des villes de football et qui ne vont pas passer à côté de l'événement. Donc on n'a pas un événement local, on a vraiment un événement national. Et il est important d'avoir une conception nationale des dispositifs qui vont être mis en œuvre. Pour répondre à votre question en ce qui concerne le commandement et le moyen de concentrer dans des PC l'ensemble des acteurs. On a déjà rédigé des choses au niveau national sur ce point, en s'appuyant sur un document qui date de juillet 2010, qui s'appelle le Guide pratique de préparation de gestion des grands événements, qui donne la ligne au préfet en ce qui concerne la mise en œuvre d'un grand événement sur son département. Et avec le délégué interministériel aux grands événements sportifs, on a préparé un document à la signature du ministre, qui a été signé le 12 septembre 2014, qui est une note d'instruction concernant l'Euro 2016, commandement et remontée d'informations, dans lequel on a fixé les grandes lignes à l'intention des préfets, de façon à ce qu'on ait quelque chose d'harmonieux au niveau national, et surtout qu'on puisse faire remonter des informations sous un même format, avec un même type, au niveau du centre interministériel de crise, qui sera activé pour l'occasion.
Donc, que prévoit cette instruction? Très rapidement, la mise en œuvre de PCO sur tous les sites sensibles. Donc on aura un PCO dans les stades, c'est assez classique, on en monte régulièrement lorsque l'on a des matchs de football. Et dans ces PCO, bien évidemment, on a des services de sécurité, des services de cours, l'organisateur et toutes les personnes qui participent à la réussite de cet événement, bien évidemment, le gestionnaire du stade. Mais là, pour l'Euro 2016, l'organisateur est également gestionnaire du stade. On aura des PC sur les points sensibles, donc on aura vraisemblablement, mais alors ça c'est une fois de plus, on est encore à un peu plus d'un an de l'événement, il faudra que tout ça se mette en œuvre. On aura des PC au niveau des fan zones, on aura des PC au niveau des aéroports, parce qu'on va avoir des migrations de supporters importantes. Il faut savoir qu'une équipe ne joue pas 2 fois au même endroit, donc les supporters vont être amenés à suivre leurs équipes de ville en ville, donc avec beaucoup de déplacements par tous les vecteurs possibles. Donc on sera amené à monter des PC sur les points sensibles de déplacement de ces supporters. On va avoir vraisemblablement des fan villages. Les fan villages, ce sont des zones d'hébergement temporaire des supporters, autrement dit des terrains de camping où vont se mêler les uns et les autres, pour lesquels il faudra prévoir de la sécurité et évidemment du secours, car tout est possible dans ce genre d'endroit. Donc on aura une multiplicité de PCO avec un centre qui va s'appeler le PC2S, le poste central de commandement de site, qui sera localisé soit en fonction de ce qu'est décidera le préfet, soit au niveau du COD, soit à l'extérieur du COD. Il faut savoir qu'il va y avoir d'autres événements en même temps que l'Euro 2016. Ça dure du 10 juin au 10 juillet, mais on aura la fête de la musique, on aura le Tour de France, on va avoir de grandes manifestations dans le cadre des commémorations de la guerre de 14, notamment à Verdun et à Abbeville. Donc on aura d'autres événements à gérer. Peut-être que le préfet décidera de mettre le PC2S ailleurs que dans le COD. Donc on aura en tout cas une structure spécifique PC2S qui sera la zone de concentration de toutes les informations des PCO. Et bien évidemment, dans ce PC2S, on aura les représentants des différents acteurs, sécurité, secours, organisateurs, villes, etc., de façon à faire remonter, permettre une bonne gestion du site et faire remonter la bonne information. Et au-dessus, bien évidemment, remonter d'informations au niveau des zones de défense et du centre interministériel de crise. Voilà un petit peu la conception de l'organisation des PC et de la remontée d'informations. Elle est prévue dans une note d'instruction du ministère de l'Intérieur du 12 septembre 2014. Alors, merci de ces développements. Moi, j'ai simplement une remarque, c'est que par rapport à l'organisation que vous avez mis en place au niveau national, qui est tout à fait légitime et dont le modus vivendi, c'est coordination interservice sous l'égide du préfet, vous avez réinventé une structure identique à celle de l'Orsec. Et simplement, vous utilisez des termes qui portent un peu confusion chez nous. Voilà. Mais on n'a pas cherché à réinventer. Hein. Ce qui marche, on l'utilise. On a essayé de faire quelque chose qui soit cohérent au niveau national. Un PCO, chez nous, c'est un PC opérationnel qui relève, enfin, en matière de sécurité civile. Et là, vous parlez plutôt PCO, PC organisation. Mais c'est un détail. C'est un détail. Simplement, comme au quotidien, quand ça marche au quotidien, on peut effectivement faire en sorte que ça marche sur l'exceptionnel. C'est un petit peu dommage d'avoir réinventé les termes. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout ce que je voulais faire comme remarque et j'en profite que je suis là. Simplement, faut-il accroître la formation interservice opérationnelle? Effectivement, on a le sentiment, tous les développements qui ont été faits le démontrent, la nécessité de collaborer, d'harmoniser, de partager nos informations, de partager nos cultures est absolument essentielle. Est-ce que dans les structures qui nous préparent à travailler ensemble, est-ce qu'on est suffisamment performant pour organiser ce partage de culture? Je fais référence. En matière NRBC, on a créé le Centre national civil et militaire de formation et d'entraînement au risque NRBC. Ce sont des choses où l'ensemble des acteurs de sécurité civile des acteurs de sécurité qui travaillent dans le NRBC se retrouvent pour s'entraîner, se former ensemble, se connaître et se partager. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être envisager d'aller plus loin et au sens
au sens complet de la sécurité civile, notamment, ou sécurité civile, sécurité intérieure, pour que les gens se connaissent mieux. Il y a des cultures opérationnelles qui sont complètement différentes, et on s'en aperçoit. En termes de... Les sapeurs-pompiers n'ont pas la même culture opérationnelle, la même culture de commandement que les policiers ou les gendarmes. Et il y a des choses, des échanges qui sont très riches au niveau des centres d'entraînement zonaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de poursuivre cet effort de partage en organisant quelque chose au plan national? Alors je vais me tourner vers vous, monsieur le député. Quelles sont, vos attentes en tant qu'élu sur cette problématique de partage et d'éducation culturelle en matière opérationnelle, et quelles sont vos attentes peut-être plus généralement, vous l'élu, en matière de risques majeurs et de coordination des acteurs? Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas pourquoi on m'a invité sur un sujet sur lequel je suis totalement incompétent. Je ne sais pas ce qu'a pris à mon ami Régis Cousin. Autant je peux vous parler de ce qui se passe sur les pelouses d'un terrain de football, autant je serais bien plus incompétent de parler de l'organisation de tels événements. Mais au-delà de cette boutade, ce qui m'importe, ce sont les réalités que vous vivez dans la sécurité civile ou dans la sécurité publique, d'ordre public. Comment se fait cette intégration dans le cadre de grands événements comme l'Euro 2016, mais vous pouvez naturellement l'élargir à l'ensemble des grands événements sportifs, institutionnels, politiques, à l'instar de la COP 21 qui vient. Ce sont aujourd'hui des réalités très fortes dans un pays comme la France qui rayonne à travers le monde et qui accueille des événements comme cela. Et je prends encore pour exemple la candidature de la ville de Paris au JO. La nouvelle candidature, pas celle que nous n'avons ratée, hélas. Et je le vois, si vous me permettez, à travers mon prisme défense nationale, comme membre de la commission et surtout comme ancien membre et co-auteur du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. À l'époque, pour les raisons qui nous lient, avec le colonel Éric Faure, qui dirige évidemment le SDIS de mon département, de Seine-et-Marne, avec Régis Cousin, combien de discussions avons-nous eues sur le sujet, et en particulier de manière très formelle avec le colonel Faure, parce qu'il m'avait alerté à l'époque sur la nécessité, dans le cadre des travaux du livre blanc, ce qui était une vérité, de prendre davantage la question de la sécurité civile dans l'intégration, justement, de la rédaction de ce livre blanc, dans les différents risques et menaces que nous avions à affronter et que nous aurons à affronter dans les années à venir, puisque le livre blanc fait de la prospective. Alors, je voudrais poser quelques sujets. Nous avons, à travers aujourd'hui les grands événements, de nouveaux défis, de nouvelles organisations qui posent autant d'enjeux et de défis pour tout le monde de la sécurité, et tout particulièrement pour le monde de la sécurité civile. Ce sont bien sûr, chacun l'a compris, ça ne date pas d'aujourd'hui, même si les attentats de janvier créent une donne nouvelle, et ce d'autant plus que, d'abord parce qu'ils ont eu lieu, les attentats terroristes. Ensuite parce que le peuple français, les Français en ont pris conscience, et maintenant ce n'est plus simplement de l'imaginaire, c'est une réalité qui inquiète les Français, à laquelle était sans aucun doute préparé l'ensemble des services de sécurité de notre pays, puisque la lutte contre le terrorisme fait partie des missions fondamentales de l'ensemble des services de sécurité, que les services de sécurité civile aussi ont l'habitude de cela, mais j'ai constaté, aussi bien dans la réflexion que peut-être même dans la réalité, l'intégration n'était pas aussi optimale qu'elle peut l'être. Voilà. Pour être poli, et certainement pas langue de bois. Je crois par ailleurs que nous avons affaire à de nouvelles menaces, qu'elles soient donc de risques terroristes, qui vont particulièrement être forts, réels, à l'occasion de grands événements, parce qu'ils sont la cible de ces groupes terroristes qui cherchent à porter atteinte, tout ce qui est événement international. De la même façon qu'on a visé TV5 Monde par des cyberattaques, c'est tout à fait différent.
Mais la cible, ce sont des grands événements internationaux parce qu'on peut toucher l'ensemble des peuples du monde à un seul instant T et avec la répercussion mondiale la répercussion globale que cherchent précisément les terroristes, puisque les terroristes, par définition, veulent imposer la terreur en procédant à des actes extrêmement violents. Mais il y a d'autres réalités aussi qui vous occupent. D'abord, il y a le quotidien des activités de secours, les malaises, les différentes situations de secours classiques, quotidiennes, civiles, si j'ose dire. Vous avez maintenant le risque attentat qui est un risque beaucoup plus important auquel vous étiez préparé, mais dont nous avons besoin de tirer les leçons en rétex. Je pense que ça, c'est très utile, de ce qui s'est passé lors des attentats de janvier, de faire vraiment le rétex, le retour d'expérience sur ce qui s'est passé concrètement dans l'organisation et dans l'intégration et dans la coopération, aussi bien à Dammartin-Ouel, aussi bien à la porte de Vincennes. Il y a plusieurs problèmes concrets qui se posent. Il y a un autre risque, une nouvelle menace. Pardon de le présenter ainsi, parce que il y a d'autres défis, pardon, parce que ce n'est pas un risque ou une menace. Je ne veux pas comparer le terrorisme avec ce que je vais dire, c'est-à-dire les possibilités de contestation ou de manifestation que nous avons pu connaître à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil et pendant l'année qui a précédé la Coupe du Monde au Brésil, pendant l'organisation de la Coupe des Confédérations. Cela crée aussi des réalités que les pouvoirs publics devront affronter. Ça veut dire qu'avec la possibilité des événements internationaux, donc du flux de populations françaises et étrangères, et vous avez raison de rappeler, monsieur le préfet, que cela se passera dans plusieurs points en même temps, ce qui rend d'autant plus difficile la coopération, l'intégration, l'organisation, même si tout le monde ici est organisé par département, bien sûr, mais la simultanéité des choses que visent aussi les terroristes par ailleurs. Ils cherchent parfois à désorganiser les services en attaquant 2 points différents pour désorganiser l'ensemble des services de sécurité. Et cela pose des problèmes peut-être plus davantage pour les organismes de sécurité intérieure et d'intervention que pour l'organisation des services de sécurité civile qui sont très intégrés au plan départemental et régional. Mais il faut tenir compte de ces risques d'attentats en tirant toutes les leçons, le rétexte, comme je disais, de ce qui s'est passé à Dammartin-Ouel comme à la porte de Vincennes, de tirer aussi les leçons, aujourd'hui de plus en plus d'événements internationaux de ce type, sportifs, connaîtront sans doute des contestations, des manifestations de différentes ampleurs. Il faut aussi que les services de sécurité, notamment civils, puissent être préparés à faire face à des flux de mobilisation supplémentaires, au-delà des flux liés à l'événement lui-même, de contestation, de manifestation, qui risquent aussi d'opposer des difficultés dans l'organisation, parce qu'il faudra aussi bien traiter le flux des gens qui vont au match, pour être clair, que les flux de gens qui vont manifester, ce qui ne sera par définition pas interdit. Ce sont des réalités nouvelles, liées à ce que nous avons pu connaître, par exemple, au Brésil, et que, à mon sens, nous connaîtrons de manière extrêmement forte dans l'ensemble des événements sportifs à venir. Donc il faut tenir cela bien clair dans l'esprit. Il est évident qu'il faut une intégration plus forte de la sécurité civile et qu'elle est nécessaire pour pleinement l'intégrer dans l'ensemble de la chaîne de commandement. Moi, je crois que c'est un défi qui nous attend tous, et qu'au-delà de l'organisation propre de chacun des domaines, sécurité civile, ordre public, je crois vraiment que cet aspect-là est très important. Si je prends l'exemple qui a été le mien à travers les risques liés à la défense et à la sécurité nationale, je crois que nous avons, et grâce d'ailleurs au colonel Faure, qui nous a alertés, qui a alerté le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a alerté l'ensemble des responsables liés à la rédaction du livre blanc, on a tenu mieux en compte, je crois, les enjeux de sécurité civile, qui ne sont pas d'ailleurs des priorités lorsqu'on est dans ce cadre-là de réflexion. Et pour y avoir participé, c'est vrai que ce ne sont pas des problèmes qui étaient érigés en priorité, bon, compte tenu de la masse des choses importantes que nous avions à traiter. Modèle d'armée, risques et menaces, enjeux géopolitiques, contre-prolifération, terrorisme, etc. Mais je pense que ce travail-là reste à faire et que c'est ce qui nous reste à faire pour les mois et les années qui viennent
il est incontestable que l'intégration doit mieux se faire. Je vous donne quelques exemples simples. Il y a d'abord une réflexion globale pour améliorer et intégrer pleinement la sécurité civile dans l'ensemble de la chaîne de commandement. Et quand on est en situation d'attaque, d'attentat et de prise d'otage, là, il y a des sujets très concrets qui se posent. Comment la sécurité civile intervient? Comment est-elle intégrée au centre opérationnel et au centre d'opération de commandement? Je ne suis pas certain que ce soit le cas et que ce fut le cas à Dammartin-en-Goële. Pourquoi la sécurité civile, il faudrait vérifier, était-elle au centre de commandement à un moment donné? Où arrivent et comment arrivent les véhicules? S'il y a des individus blessés, atteints, au sol, dans l'angle qui est celui de tir, de la prise d'otage et les services de sécurité et d'intervention. Que doivent faire? Qui intervient? Avec quels moyens? Que je sache, la sécurité civile n'est pas pourvue de gilets pare-balles dans ce cas-là. Qui les fournit? Est-ce que c'est au secours civil d'intervenir, d'aller prendre les gens qui sont dans l'angle de tir? Je pense que ce sont l'ensemble de ces sujets concrets, en échangeant plus ou moins avec les uns ou les autres, que j'ai pu rencontrer depuis, que nous allons réussir à améliorer les choses. Alors l'exercice le plus poussé, précisément parce que ce sont les plus graves, ce sont les exercices NRBC. Parce que là, nous sommes dans des attaques de type nucléaire, radiologique, chimique, bactériologique. Autrement dit, des attaques avec des armes de destruction massive. Même si c'est dans le cadre d'un accident. Dans ce cadre-là, il y a les exercices NRBC. Et je pense qu'ils sont très utiles. Est-ce que c'est ce que l'on fait de mieux dans les exercices, les entraînements pour préparer et être prêt à affronter et à préparer cette intégration? Je pense qu'on pourrait, autant que faire se peut, démultiplier ce type d'exercice sur d'autres défis, sur d'autres enjeux, sur d'autres réalités de sécurité globale qui doivent intégrer la partie sécurité civile au plus près. Pourquoi le fait-on sur le NRBC, ne le fait-on pas sur les autres types d'exercices? Je crois qu'il faut qu'on ait cette attention qui me paraît fondamentale. Je crois que nous avons tous les moyens d'y arriver, que l'organisation de notre sécurité civile est si particulière parce qu'il y a le volontariat, même si le volontariat est par définition aussi très professionnel compte tenu des enjeux et des missions que l'on affecte à la sécurité civile volontaire. Moi, j'ai passé une journée d'immersion dans un centre d'intervention et de secours de ma circonscription à Ferrières-en-Brie. J'ai souhaité le faire, j'ai mis l'uniforme, je suis resté avec les gars, il y avait que des gars ce jour-là, compris chez les volontaires, mais même si le centre ne se réduit pas uniquement à des hommes. Et c'est là qu'on voit la réalité des problèmes concrets d'intervention. Le temps de la route, les communications. On m'a même expliqué que parfois, quand on voulait, on pouvait communiquer avec les autres services de police, mais parfois on coupait, on avait accès, puis on n'avait pas accès, enfin bon, sur les différents canaux. Donc tout ça doit être vraiment de manière bien approfondie sur le plan du partage, sur le plan de l'intégration bien meilleure. Et je crois que les grands événements sportifs, mais tous les grands événements, vont poser des sujets très sérieux et que nous avons besoin que la sécurité civile soit au mieux intégrée. Je crois que vous avez chacun vos modes d'opération. Et c'est vrai que c'est dans le partage, dans la préparation et dans les exercices qu'on va améliorer les choses. Ensuite, je vois, moi je suis très confiant et très optimiste, parce que quand je vois le professionnalisme qui est le vôtre, celui de tous les gens qui sont dans l'ordre public et dans l'organisation préfectorale, les choses fonctionnent. Vous êtes rapide, vous êtes réactif, et que les seuls problèmes qui se posent, c'est dans l'intégration avec des cultures différentes. Je crois que la réalité nous oblige à travailler le plus ensemble. Parfois, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste que, voilà, nous avons nos modes d'action et qu'on n'a pas pris l'habitude de faire avec les camarades d'autres services. Moi, je crois qu'il faut compter sur le retour d'expérience.
vraiment, vraiment, de prendre les problèmes selon toutes les hiérarchies nécessaires, et ne pas se dire que parce que ce ne sont pas des problèmes qui posent une gravité essentielle, type NRBC, qu'il ne faut pas pousser au maximum les exercices d'intégration. Je crois que c'est en faisant cela que nous allons donner à la sécurité civile toute la place qui doit être la sienne dans la chaîne de commandement, parce que pour moi, du point de vue du responsable politique, parlementaire, sur les sujets de défense et de sécurité nationale, il n'y a pas de différence. Tout le monde participe de la sécurité à différents niveaux. Si c'est un attentat, jusqu'à ceux qui vont intervenir, de la sécurité civile qui va secourir, jusqu'à ceux qui vont apporter le reste de l'opération, jusqu'au transport, etc. Ça doit être très huilé parce que dans ces affaires-là, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, les minutes se comptent même en secondes, parce que la vie des gens, là, se compte vraiment en secondes et en minutes. Je donnais encore cet exemple très concret. Et je voudrais avoir des réponses si possible. Comment vous le vivez, si vous avez ce retour d'expérience sur les attentats de janvier? S'il y a des personnes sur le champ de tir, qui va les chercher? Comment? Avec quel matériel? Quelle est l'organisation? Est-ce que cela s'est pensé ou pas? Est-ce qu'on a un mode d'emploi? Ou est-ce qu'on improvise en arrivant sur le terrain? Je crois que ce sont des questions sérieuses que l'on doit poser pour être paré à toutes les éventualités. Parce que ceux qui, en tout cas, veulent porter atteinte, créent des situations nouvelles, des modes opératoires nouvelles pour désorganiser aussi nos services. Et compte tenu de la menace terroriste, pardon encore de revenir là-dessus, parce que c'est aussi celle que j'affronte dans mes responsabilités, elle nous oblige aussi à notre capacité d'adaptation et d'anticipation. Donc voilà comment moi je perçois les choses. Et si on a un peu de temps, je vous parlerai aussi bien de ce qui se passe à l'intérieur des terrains. Je pense qu'effectivement, par rapport à ce que vous venez d'avancer, il y a effectivement une caractéristique, une problématique qui, de toute façon, je pense, est quand même ancrée dans les services, le caractère interministériel et l'autorité du préfet qui, lui, est omnipotent dans tous les domaines. Et moi, en tant que commandant des opérations de secours, je parle sous le couvert de mes collègues qui sont présents, j'ai aucune ambiguïté à me placer sous les ordres et les directives du commandant des opérations de police dès lors qu'on entre dans une opération de police. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense que vous voulez peut-être ajouter quelque chose, monsieur le préfet, sur ce caractère interministériel du... De toute façon, tous les outils à sa disposition. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, dans les centres de commandement, la place et le rôle de chacun ne pose pas de problème. Il y a toujours quelqu'un qui mène une action et l'autre qui concourt. Donc les difficultés, c'est quand on change. Mais dans l'action, en réalité, je ne suis pas sûr que ça pose beaucoup de questions. En revanche, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'on parle tous d'interministériel abondamment depuis ce matin, mais ça fait des années qu'on en parle. Et la question vraiment que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour? Quand on regarde, en fait, on est tous dans des structures avec nos propres écoles, nos propres formations, nos propres modes de pensée. Dès qu'on arrive là, on commence à discuter, ah oui, mais rien que les acronymes sont plus les mêmes, sont plus les bons, quoi. Bon. Quand on est sur le dispositif Sentinelle où la défense arrive avec plus de 6000 hommes sur Paris, le vrai problème, c'est essayer de faire les fonds de tiroir pour trouver des postes radio, Acropole, tous qui ne sont pas dotés, pour qu'ils puissent avoir un lien avec les officiers de police judiciaire pour pouvoir au moins intervenir. Bon, pour le reste, ben, ils ont acheté des téléphones portables pour pouvoir communiquer entre eux. Au-delà du discours, je trouve en réalité qu'on fait quand même assez peu de choses pour rentrer dans le fond. Quand on regarde dans les formations de nos différentes écoles d'officiers, je trouve que la part que l'on fait d'information sur les autres, elle tient de la courtoisie plutôt que de l'idée qu'un jour on va être obligé de travailler ensemble. Et là, je crois qu'il y a un effort fondamental à faire. Je pense qu'en termes d'exercice, c'est la même chose. Dans les exercices, il faut vraiment, que l'on puisse confronter nos modes de fonctionnement. Je reviens juste une seconde sur un exemple où on n'est pas dans une compréhension tout à fait spontanée. Lorsque je suis sur un dispositif Vigipirate, où je mêle à la fois des unités de gendarmerie, des unités de CRS, des unités militaires,
Moi, je sais à peu près comment fonctionnent les unités de CRS et les escadrons de gendarmerie. Je ne sais pas comment fonctionnent les militaires. Et je pars sur un raisonnement qui est le mien. Et confronté à celui des militaires, on me dit « Ah ben non, ça ne va pas comme ça ne marche pas comme ça. » Et donc, on est dans une incompréhension qu'on a mis plusieurs semaines à stabiliser pour qu'on rentre bien d'une compréhension mutuelle à la fois de ce que nous on souhaitait et de la manière dont on fonctionnait. Je pense globalement qu'on pourrait faire l'économie de tout ça si on rentrait réellement dans cette idée qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus individuellement tout faire. Et que de toute façon, toutes les actions que nous mènerons sont des actions collectives dans lesquelles chacun amène sa force, sa spécialité. Mais voilà, il y a la partie du lien, et celle-là, je souhaiterais vraiment qu'on puisse la travailler plus qu'on le fait aujourd'hui. Merci, Monsieur le Préfet. C'est un excellent lien sur la question que je voulais poser au docteur Patrick Hergène. Effectivement, le bon fonctionnement, l'organisation interservices repose sur la collégialité, le partage des cultures, et limiter aussi peut-être les corporatismes, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a des corporatismes, il y en a chez nous, il y en a ailleurs. Et puis, comment dynamiser cette bonne intelligence de travail qui gouverne au quotidien, je vais dire, nos rapports, et faire en sorte que la bonne coordination quotidienne puisse se faire dans le quotidien comme dans l'exceptionnel. Alors, pardonnez-moi, la voix est un peu éraillée, mais je vais essayer que mon propos soit suffisamment incisif pour passer sur la forme. Ce sont des mots choisis, hein, parce qu'on parle de corporatisme, on parle de bonne coordination. On parle en mots choisis de quelque chose que je vais décrire de manière assez concrète. On va travailler avec une composante qu'on n'a pas aujourd'hui trop citée, c'est celle de la santé. C'est à la fois un sapeur-pompier et un médecin qui vous parle, et donc c'est pas par hasard si je vais essayer de faire ce lien. Il me semble qu'on peut être éclairé par les débats qui se sont tenus dans la précédente table ronde. Lorsque un parlementaire qui a quitté la salle temporairement et trois universitaires de droit public dissertent, en tout cas nous exposent leur regard sur le besoin de sécurité, la question n'est pas tant de savoir si cette sécurité doit être un droit créance, si elle doit être élevée au principe de rang constitutionnel ou dans un bloc de constitutionnalité, encore que, mais la question elle est probablement dans cette unicité de regard qu'on pourrait, de mon point de vue, que l'on devrait porter sur la matière. Alors ça va peut-être un peu éthéré, je vais essayer d'être plus concret. La sécurité civile, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, s'articule avec la sécurité publique, mais considère trois domaines, trois sujets sur lesquels elle intervient, et ils sont cités dans un ordre qui n'est pas tout à fait indifférent. Elle considère les personnes, les biens et l'environnement. Je n'apprends rien à personne, mais ce qui nous fait des difficultés, ce qui peut nous poser des difficultés, ce qui peut susciter le mot de corporatisme, je vais poser la question, le mot de corporatisme, je pense qu'on devrait l'élever un petit peu, et on devrait l'illustrer avec des concepts, pardonnez-moi pour cette voix. Il ne faut pas renvoyer les gens dos à dos sur un enjeu uniquement de corporatisme. On peut avoir des difficultés à travailler parfois, pas uniquement parce qu'on a un conflit d'ego, entre deux personnalités, ou pas uniquement parce qu'on a un conflit de métier, mais peut-être parce que les concepts ne sont pas aussi clairs qu'ils devraient l'être, et que dans cette salle aujourd'hui, peut-être peut-on contribuer à les éclairer. Tout le monde ne pense pas sécurité civile, tout le monde ne pense pas police administrative, tout le monde ne pense pas directeur des opérations de secours. Nos camarades de la santé, puisque c'est ici qu'on va parler de corporatisme, lorsqu'il va falloir faire travailler des gens sous un uniforme bleu marine, des gens sous un uniforme blanc, des gens qui sont plus en uniforme parce qu'ils sont en back-office, ils sont à l'hôpital par exemple, ne se lèvent pas le matin en disant je vais être en conflit avec le collègue. Le président Baquet, le député Jean-Paul Baquet, tout à l'heure, concluait la précédente table ronde en disant « Les concepts sont confus, il le reste malgré ces 40 minutes de débat, mais les acteurs travaillent ensemble. » Oui, les acteurs travaillent ensemble, mais ils travaillent probablement avec des concepts, avec un regard différent.
notre regard sécurité civile, notre regard du quinquagénaire hors sec, se coexiste parfois, se confronte parfois avec un autre regard qui est celui du médecin, celui des médecins et celui de la santé. Aujourd'hui, ce que nous appelons une opération de secours ou un dispositif prévisionnel, parce qu'on va parler aussi de l'Euro 2016. On a peut-être tendance à l'oublier, mais on va essayer de parler de l'Euro 2016. Nous, on considère que c'est un événement qui justifie un dispositif prévisionnel de sécurité, un dispositif prévisionnel de secours. Ça peut être regardé comme une situation sanitaire exceptionnelle. C'en est une également. C'en est une également. Mais si on regarde cet événement sous l'œil d'une situation sanitaire exceptionnelle, si on considère que la valeur protégée supérieure aux autres est celle des personnes, plus que celle des biens et de l'environnement, alors on va dire nous allons organiser notre dispositif autour d'une SSE, nous allons organiser un dispositif centré sur cette problématique-là qui est de la santé publique, la santé des personnes, et autour de nous vont coexister d'autres dispositifs parfaitement louables qui vont préserver la sécurité publique, je ne m'étends pas, et la sécurité civile vue comme une sorte d'entité démembrée de la personne humaine et vue uniquement comme une sorte d'entité de lutte contre un sinistre et puis de normalisation de l'environnement. Et il me semble que la difficulté, elle est là, elle n'est pas finalement dans le corporatisme, parce qu'on pourrait aussi considérer que les policiers sont une corporation unie, que les policiers ont une culture et un métier qui leur est propre. Et je ne crois pas qu'il y ait très souvent d'aspérité aussi visible entre, par exemple, les policiers et le monde de la sécurité civile. Je ne parle pas entre les policiers et les gendarmes, mais je ne pense pas qu'on a de difficulté entre, finalement, les corporations, mais peut-être des différences de vision. Et il me semble que c'est cette vision-là que peut-être nous devrions préciser. La sécurité civile ne s'arrête pas au début de la seringue. La sécurité civile ne s'arrête pas lorsqu'il faut aussi dispenser des soins d'urgence après avoir assuré un sauvetage, une mise en sécurité, la résolution d'un sinistre, ou toutes ces autres composantes de notre action que nous connaissons bien et souvent qui résument notre image publique. L'image publique de la sécurité civile, effectivement, elle est celle de la lutte, de la résolution des sinistres, les incendies, premier sinistre historiquement, et puis les autres sinistres, ces risques technologiques, ces risques naturels, tout ça c'est parfaitement compris dans notre imaginaire. Mais si la sécurité civile va au-delà, et si j'écoute les précédents orateurs, ils sont de ce coin-là de la salle, si j'écoute les précédents orateurs, et puis si j'écoute aussi ce qui pouvait précéder cette journée-là, la sécurité civile ne s'arrête pas à la seringue. Elle englobe l'ensemble de cette scène avec une unité de lieu, une unité d'action, une unité de temps. C'est-à-dire c'est pendant ce temps-là, et c'est dans ce lieu-là qu'ils font soit l'opération de secours, soit la circonstance qui a motivé un dispositif prévisionnel, parce que nous parlons aussi de l'euro, mais nous pourrions parler de bien d'autres choses, que dans ce temps-là, cette unité de commandement, cette unité de point de vue, qui est celui de la sécurité, au sens large, elle englobe également la sphère médicale. Et alors, nous pouvons cesser de nous mettre dos à dos, de dire « ah ben c'est moi, c'est lui, je vais essayer de le dominer, je vais commander qui ou quoi », mais plutôt de considérer que l'ensemble de ces acteurs concourent à une même action, que cette action, elle ne s'arrête pas au début de la seringue, et qu'effectivement, le champ du directeur des opérations de secours, le champ du titulaire du pouvoir de police administrative, englobe également celui des différents opérateurs, dont les opérateurs médicaux, parmi d'autres. Donc, et je voudrais conclure mon propos comme ça, nous ne devons pas nous opposer ou être renvoyés dos à dos, mais avoir l'ambition, et je pense que la sécurité civile doit avoir cette ambition d'inclure dans sa réflexion, d'inclure dans ses moyens opérationnels également, dans son expertise, le champ de la santé, et ne pas laisser la santé comme une sorte de pyramide opérationnelle autonome, mais au contraire de l'inclure dans celle de la sécurité. Il s'agit ici de l'emprise du DOS, le directeur des opérations de secours, l'autorité de police administrative, inclus dans ce temps-là
cette notion de la santé qui ne relève pas à ce moment-là de la santé publique, mais qui relève bien de la police administrative et de l'ordre public. Merci. Je pense qu'on n'a pas le temps de poser de questions. Je vais me permettre de conclure très rapidement. Je pense qu'effectivement, ce que tu as avancé effectivement est fondamental, mais pour moi, sur le théâtre d'opération dans le département, il y a le préfet. Le préfet, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est lui le patron, et s'il décide que c'est une opération de police, on se mettra à la disposition des gens, des forces de police. S'il décide que c'est une opération de secours, il n'y a pas de souci, on prendra la main parce que c'est la dominante. Et puis, même en cours d'opération, on peut envisager que le préfet décide de changer la face. Hein. Donc, il n'y a pas. Moi, je pense que l'autorité de police administrative, elle est fondamentale, c'est elle qui détient la capacité de diriger, puisque, comme son nom l'indique, c'est le directeur des opérations. Alors, c'est restricteur. On dit directeur des opérations de secours. Il est, en ce qui nous concerne, dans notre cœur de métier, il est surtout directeur des opérations en général. Et c'est vers lui que nous devons prendre nos directives et les orientations et les éventuels classements s'il y avait lieu. Mais je reviens sur un fait. On a parlé d'entraînement mutuel, de partage de culture. Et c'est fondamental, et je pense que vous avez tous été dans ce sens pour dire qu'il est important que l'on se prépare à collaborer. Donc, quand on a le temps de planifier, c'est bien. Quand on n'a pas le temps, il faut que d'ores et déjà, sur le théâtre d'opération, dès qu'il se déclare, on soit prêt à collaborer entre nous pour le bénéfice de l'autorité de police et de la protection des populations. J'en terminerai là, et je vous remercie de votre attention. J'espère que ces débats vous ont permis d'appréhender la problématique de bonne façon. Retrouvez la webconférence en intégralité sur communauté.idealconnaissance.com.